Autre événement marquant de l'actualité sur cette guerre en Ukraine, à bas bruit, 3 semaines après la rébellion de Wagner, la purge qui continue dans l'armée russe. Et c'est extrêmement important sur l'organisation militaire également. Plusieurs officiers supérieurs sont sortis complètement des radars ou seraient sur le point de l'être, ce qui n'améliore guère, vous le verrez, le moral des troupes. D'abord les faits, rien que les faits, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors la purge continue, les proches de Prigojine bien sûr continuent à être visés par l'état-major russe. Le dernier en date a un profil qui est particulièrement intéressant. Effectivement, il s'agit de cet homme, Mikhail Teplinsky, 54 ans, colonel général, héros de la Fédération de Russie, vétéran de toutes les guerres poutiniennes, Géorgie, Tchétchénie, aujourd'hui commandant de toutes les troupes aéroportées russes, les troupes d'élite. En avril, on vous montrait ces images de lui lors d'une visite de Vladimir Poutine aux troupes déployées en Ukraine. À cette occasion, le président russe annonçait justement que Teplinsky reprenait en charge une partie des unités sur le terrain. C'est lui que vous voyez à gauche de l'écran. C'était un élément fondamental de l'armée russe dans son opération militaire spéciale. Eh bien, lui aussi semble être dans le viseur du commandement russe. Des informations font état d'une possible arrestation du colonel général Mikhail Teplinsky. Voilà ce qu'affirme ce blogueur militaire très suivi en Russie. Alors, pour l'armée russe, est-ce que c'est grave de se passer d'un personnage comme ça, un héros de guerre ? Oui, parce qu'en tant que commandant des troupes aéroportées russes en Ukraine, Teplinsky a un rôle très important. Il participe à la stratégie militaire, il peut échanger directement avec Vladimir Poutine, comme on l'a vu lors de cette visite du mois d'avril. Le problème pour le commandement, c'est que c'est un proche de Prigojine et cette proximité, il la paye aujourd'hui. Cette fois, le retentissement est énorme au sein de ces troupes. Ces hommes ont publié un message audio pour prévenir. Si leur commandant est écarté, eh bien, ils menacent de déserter. Écoutez-les. Пока мы держим фронт здесь, в министерстве идет война с боевыми офицерами. А сейчас пошел слух о том, что нашего командующего генерала Теплинского хотят арестовать. Дыма без огня не бывает. Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах, десант своих не бросает, не совершайте роковых ошибок. Vous l'avez entendu, c'est un message très fort. Si certaines troupes venaient effectivement à ne plus combattre, eh bien, ça serait très inquiétant pour l'armée russe qui est, on le sait, plus que jamais sous pression en Ukraine. Alors, autre question, est-ce que ce ne sont que des proches de Prigojine qui sont concernés par ces purges ? Non, à l'image du colonel Ivan Popov, dont on vous parlait la semaine dernière, l'état-major russe en profite pour écarter tous ceux qui exposent au grand jour les problèmes de l'armée. En l'occurrence, 4 hauts gradés de plus. D'abord, cet homme, Vladimir Selivertsov, général de division dans l'armée russe. Il était commandant de la 106e division aéroportée. Ce sont les troupes d'élite russes et il a été démis de ses fonctions. Il aurait parlé au nom de ses soldats pour faire remonter leurs problèmes au front. Ensuite, Alexander Kornev, lui aussi un général de division de l'armée russe. Il était commandant de la 7e division d'assaut aéroportée, les parachutistes, l'élite, une fois de plus. Lui aussi, démis de ses fonctions, il a dénoncé le manque de communication de l'état-major envers ses troupes. Puis il y a Ramil Ibatuline, général de division. Lui est commandant de la 90e division blindée et d'après des blogueurs militaires russes, il aurait été arrêté ainsi que 2 de ses adjoints sans plus d'explications. Et enfin, Sergueï Karazev, colonel général, commandant de la 31e brigade aéroportée. Là encore, des blogueurs militaires russes affirment qu'il va être démis de ses fonctions. Résumons, 4 hauts gradés russes démis de leurs fonctions ou arrêtés. Rappelons que vendredi, on vous parlait de 13 arrêtés et interrogés et d'une quinzaine démis de leurs fonctions. Et ils ont tous un point commun, ils ont voulu faire remonter les problèmes de leurs troupes directement au président russe, sans passer par l'état-major, c'est-à-dire Sergueï Shoigu et Valéry Gerasimov. Et ils ont tous été sanctionnés. L'Institut pour l'étude de la guerre parle même d'une crise de désobéissance dans l'armée russe.
Le renvoi et l'arrestation de commandants à la tête d'unités efficaces au combat semblent être associés à des cas d'insubordination, en clair, de rébellion. La réponse est un peu dans la question, mais est-ce que ça peut porter préjudice à l'armée russe ? Oui, clairement, parce que ces limogeages et ces arrestations concernent des secteurs clés de la contre-offensive ukrainienne où les Russes sont mis à l'épreuve. Bakhmout pour 2 des unités qui viennent de perdre leur commandant, mais également Kherson ou encore Louhansk. Rappelons aussi que Mikhail Teplinsky commande tous les parachutistes russes présents en Ukraine, pour faire simple, et le colonel Popov commandait la 58e armée qui combattait dans la région de Zaporizhzhia, ici donc au sud de l'Ukraine, peut-être l'un des fronts les plus sensibles. Bref, changer de chef, c'est un bouleversement pour ces unités qui ont un rôle clé en Ukraine. Entre les conséquences du coup de force de Prigojine et les difficultés de l'armée russe, l'Institut pour l'étude de la guerre dresse ce constat très alarmiste. La crise apparente de la chaîne de commandement russe et les effets sur le moral qu'elle peut produire dégraderont probablement leur capacité à mener des opérations essentielles à la défense dans le sud de l'Ukraine. Merci beaucoup, Justine. Je vous voyais réagir, Général Trinquant. Ce sont, pour le coup, des officiers supérieurs qui ont des postes clés dans la défense contre cette contre-offensive. Comment vous interprétez ce qui est en train de se passer ? Alors, souvenons-nous qu'au moment de la mutinerie de Prigojine, on se disait ça va porter un coup au moral de l'armée russe de voir que derrière, ça se passe mal. Et puis on avait dit 24 heures, c'est pas assez, ça n'aura pas d'impact sur les soldats. Et en fait, paradoxalement, c'est les mesures prises par Poutine après qui ont un impact. Et elles ont un double impact, d'abord parce que ce sont des troupes d'élite, les parachutistes, les brigades d'assaut par air, c'est vraiment l'élite de l'armée russe, qui avait beaucoup souffert au passage. Je rappelle que c'était eux sur lesquels reposait la prise de Kiev au départ. Hein. Donc l'échec, du coup. L'échec qui leur a été imputé ensuite. Donc ils en ont beaucoup souffert, hein, puisque ça a échoué. Donc ça veut dire que c'est des troupes d'élite. Deuxième point, vous avez vu dans les généraux qui ont été cités, l'un commandait à Zaporizhzhia, l'autre à Bakhmout. C'est précisément les points où il y a l'effort de l'offensive ukrainienne. Donc d'avoir pour les soldats des généraux qui commandent dans ces endroits-là et dont le seul tort est en fait de se plaindre de ce qu'ils n'ont pas assez de munitions, pas de vacances, etc., c'est un effet terrible. C'est-à-dire que vous avez la conjonction de l'effort ukrainien et de la faiblesse russe au même moment. Et ça peut faire la différence, ça, dans les jours qui Mais viennent. je crois que, bien sûr, je pense que ça peut faire de la différence parce que le problème, c'est qu'ils vont être remplacés. Or, ils vont être remplacés par qui ? Pas par des chefs qui sont admirés par les hommes, comme on l'a entendu, mais par des gens qui sont fidèles à Shoigu et à Gerasimov. Et c'est pas forcément il y en a peut-être qui sont des bons, hein, mais c'est pas forcément la qualité première qu'on leur reconnaît. La qualité première, c'est la fidélité et non pas la réussite sur le terrain. Donc je pense que ça peut effectivement commencer à provoquer, surtout que ça se multiplie, on en entend parler depuis 2 ou 3 jours, ou peut-être un peu plus, mais on n'a pas forcément toutes les données. Donc si ça se multiplie sur le terrain, ça peut vraiment avoir un effet très dommageable sur les soldats. On revient sur la figure de Teplinsky, qui commande les parachutistes en Ukraine. On entend ce message audio qui est presque surréaliste, avec des hommes qui menacent clairement de déserter si leur commandant est destitué. Comment vous interprétez ça, Romain Melkarek ? Bon, on ne sait pas combien il y a de personnes derrière le message en question, donc je pense qu'il faut rester un peu prudent là-dessus. Des messages de ce type-là, on en a très régulièrement ces temps-ci, de plein d'unités différentes. Les parachutistes russes ont quand même pas brillé par leur performance au combat depuis le début de l'invasion l'année dernière. Les qualifier de troupes d'élite aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué. Tout est relatif. Tout est relatif. Je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sur le moral des troupes en tant que telles, ce qui pèse le plus lourd, c'est le fait de rester exposé au feu pendant parfois des mois, sans repartir à l'arrière pour se reposer, beaucoup plus que finalement ce qui se joue à l'arrière. À mon avis, de manière très imminente au quotidien, ils ont peur pour leur vie, ils ont peur de pas s'en sortir, et c'est ça qui va jouer. Par contre, là où ça a un impact, c'est que la durée de vie finalement d'un officier supérieur russe aujourd'hui, elle est limitée. On parle là des gens qui sont a priori arrêtés ou écartés. Depuis le début de l'invasion l'année dernière, il y a eu 2500 officiers russes tués
pour ce qu'on en sait, donc c'est ce qui est sorti soit dans la presse russe, soit qui a pu être illustré par des photos ou des vidéos. Parmi eux, il y a 230 officiers supérieurs, donc des lieutenants-colonels, colonels et généraux. C'est colossal comme perte en termes de leadership. Et donc se rajoute à ça aujourd'hui le côté arrestation pour les vraies arrestations et le côté paranoïa pour ceux qui, que ces arrestations soient significatives ou pas, vont se dire attention, quand moi je vais faire mon rapport à ma hiérarchie, il faut que je pèse mes mots parce que si je dis un mot de travers, je vais peut-être y passer, finir dans une geôle ou autre. Et là où ça va avoir un impact, c'est que du coup, finalement, les vraies problématiques du terrain, elles risquent de ne pas remonter. Et donc, ça veut dire que ces difficultés, par exemple, des hommes qui restent 50, 60 jours au front sans aller se reposer à l'arrière, ça va continuer parce qu'on ne va pas chercher de solution pour soulager leur situation et l'améliorer. Bon, en tout cas, Shoigu et Gerasimov, eux, restent à leur poste. C'est assez intéressant de voir la valse de ces officiers supérieurs, putative ou réelle, parce qu'effectivement, il faut faire la part entre ce que l'on sait d'une façon claire et ce qui est présumé. Shoigu et Gerasimov, eux, sont là, ils sont arrimés à leur table, en quelque sorte. Oui, mais de toute façon, il y a une lutte de clans, avec d'un côté Shoigu et Gerasimov, pour l'instant soutenus par Vladimir Poutine, et de l'autre côté, les généraux frondeurs qui étaient proches de Prigojine, ou alors qui, en fait, ont exactement le même discours que Prigojine. Moi, j'ai entendu parler aussi d'un autre général qui aurait été purgé, qui s'appelle, par certaines sources, qui s'appelle le général Mizintsev. Et dans le même temps, il y a un proche de Prigojine, qui s'appelle Dmitri Utkin, qui, sur sa chaîne Telegram, continue à dire que Shoigu et Gerasimov sont victimes d'un génocide contre le peuple russe, etc. Donc on voit... Auteur. Encore. Auteur. Donc comment ? Auteur, pas victime. Ah, auteur, oui. Donc on voit aujourd'hui que la rébellion de Prigojine n'est pas encore complètement... Enfin, elle a encore des graines au sein du pouvoir. Aujourd'hui, il y a ces deux clans qui s'affrontent. Vladimir Poutine est en train d'essayer de faire la même chose que Erdogan avait fait après le putsch, la tentative de putsch de 2016, c'est-à-dire grâce à une répression massive, parce que là je pense que c'est juste la phase émergée de l'iceberg, mais qu'en réalité la purge est sans doute beaucoup plus profonde et que beaucoup de personnes se retrouveront en prison. Erdogan avait réussi à récupérer son pouvoir et même à le consolider. Il avait entièrement décapité l'armée de l'air turque quand il avait eu besoin d'ailleurs de pilotes turcs pour bombarder les Kurdes. Il avait été chercher ces pilotes dans les prisons. On n'en est pas encore là. Mais c'est ce qu'essaye de faire Vladimir Poutine. Par contre, il y a une vraie question au vu de ce qui est en train de se passer, en fait, de cette parole qui continue à se libérer et de cet état fracturé de l'armée russe. La vraie question, c'est est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'en fait il va perdre face à cette armée dont on voit qu'elle n'est pas entièrement derrière lui. Et après l'autre, à rebond, l'effet collatéral de ces luttes de clans et de cet affaiblissement de l'armée, ne serait-ce que psychologique, ça peut avoir des effets sur le terrain et ça peut permettre aux Ukrainiens sur la base. D'enfoncer enfin la défense russe. Et justement, à la base, une des innombrables vidéos qui circulent, Romain Mielcarek le disait tout à l'heure, vous allez en voir une de ces hommes qui sont en randonnion en quelque sorte, avec l'un d'entre eux qui est désigné à visage découvert pour se faire l'interprète des problèmes de toute la troupe, et qui disent, là en l'espèce, on a été envoyé au front par un commandant ivre, sans logistique, sans appui aérien, sans artillerie, sans rien. On sent, Mariana Perveniciu, que le moral, malgré tout, est affecté. Alors, on ne va pas faire d'effet de loupe, parce que ce sont des vidéos, mais des vidéos qui sont bien réelles. Oui, il faut faire très attention à cela, parce que cela fait 1 an qu'on voit de temps en temps des vidéos de ce genre, et qui par ailleurs peuvent exister. Enfin, nous n'avons pas vraiment d'informations pour savoir à quel point c'est répandu. Ces avis sont partagés au sein de l'armée. Maintenant, en ce qui concerne les généraux, enfin pour revenir aux généraux, parce que c'est lié, nous ne pouvons pas savoir. Ce sont des suppositions comme ça, mais... Écoutez, si c'est vrai, s'il y a des généraux qui se rebellent, en gros, qui ne respectent plus la subordination, c'est le début de la fin. Parce que justement, comment voulez-vous commander les soldats si les généraux eux-mêmes
ne respectent plus les ordres et la subordination. Donc ça, c'est la chose numéro 1. Et la deuxième chose, c'est on peut revenir vers ce qu'on disait il y a moins d'un mois, parce qu'il faut rappeler que le coup avorté de Prigojine date d'il y a moins d'un mois. Un peu plus de 3 semaines, le 24 juin. Ouais. Que quoi qu'il arrive, ça aura des conséquences sur l'organisation de l'armée russe et sur le moral de différentes troupes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir comme conséquence. Pour revenir à ce que disait Isabelle, justement, on voit qu'il y a une guerre des clans. On peut présenter ça comme probablement l'armée et les éléments dans l'armée qui sont proches de Prigojine. On peut essayer de pousser un tout petit peu plus loin. Et c'est ça ce que j'ai trouvé assez intéressant. On a soupçonné depuis bien longtemps Prigojine et Wagner être d'une certaine manière liés au GRU, le service des renseignements militaires russes. Cela a été confirmé par le numéro 2 finalement de GRU le soir du coup d'État, quand il s'est adressé à Prigojine et lui a dit que nous avons travaillé ensemble depuis le premier jour. Est-ce que nous pouvons voir dans ce petit reportage que parmi les généraux qui apparemment se rebellent et parmi leurs soldats, on voit des parachutistes qui, eux, peuvent en partie être souvent liés au GRU pour des raisons même parfois pratiques, parce qu'ils peuvent avoir de bases... Les deux sont souvent entremêlés. En Russie, ils peuvent avoir des bases communes, de bases d'entraînement ou de... Général Trinquant. Oui, pour continuer sur ce que disait Isabelle, je crois que le problème actuellement, c'est qu'au moment de l'affaire de Prigojine, en fait, l'armée a été passive. L'armée a laissé passer et elle a été passive. Et avec ce qui se passe en ce moment, et compte tenu de la faiblesse perceptible du pouvoir russe actuellement, un certain nombre de généraux aujourd'hui pourraient dire finalement on a eu tort d'être passif et il faudrait qu'on soit actif. L'armée a été humiliée dans cette opération et ça ne peut pas continuer comme ça. On est en train de perdre, la Russie est en train de perdre, et donc il faut qu'on arrête d'être passif. Et autour du président Poutine, il y a un cercle qui est en train de bouger. S'ils se rendent compte qu'il y a une partie de l'armée qui peut être en soutien, et en soutien actif d'un mouvement contre Poutine, ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'avait fait Prigojine. Prigojine, lui, c'était Gerasimov et Shoigu. Vous voyez, ça peut aller jusqu'au niveau du chef. Et je pense que les mouvements qui arrivent en ce moment, avec la fidélité qu'un certain nombre de soldats... Alors c'est très particulier en plus de 2 catégories, des blindés et des parachutistes et des brigades aéroportées. Il y a un lien particulier entre les chefs et les hommes. Voilà. Ouais, et donc, ça peut provoquer quelque chose parce que le pouvoir est faible et se venge d'une certaine façon sur des gens qui ne font qu'exprimer une parole qui, comme il disait tout à l'heure, elle n'était pas exprimée au début, elle est exprimée maintenant. Oui. Et au début, les gens ne disaient que ce que Poutine voulait bien entendre. Seulement aujourd'hui, le vase a un peu débordé et les gens commencent à dire, on va dire, c'était Prigojine qui a été le premier à le dire. Hein. Il a libéré la parole. Dit derrière. Hein. Est-ce qu'il a libéré la parole, Prigojine, d'une certaine façon ? Et il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion. Personne ne remet en question Vladimir Poutine, sa stratégie, ses choix. Que ce soit les soldats tout en bas de l'échelle qui demandent juste les moyens de poursuivre l'invasion de l'Ukraine, les massacres, la guerre de Vladimir Poutine, ou que ce soit les grands chefs qui demandent finalement de pouvoir être mieux écoutés de la part du chef, à aucun moment, personne ne remet jamais en question Poutine. Prigojine... Shoigu, oui. Shoigu et Gerasimov. Alors, Prigojine, quand il lance ses grands mouvements, lui, il s'attaque, il pointe du doigt Shoigu et Gerasimov, mais il ne remet pas en question la légitimité du chef. Et Shoigu et Gerasimov, ils ne remettent pas en question la légitimité du chef. Jamais. Donc, il n'y a pas de rébellion en tant que telle. Il y a des règlements de compte et à chaque fois, ils cherchent des prétextes. C'est-à-dire que Prigojine, dans cette espèce de grand mouvement qu'il avait lancé, il ne lève pas le voile sur les tabous. Il pointe du doigt un bouc émissaire, Gerasimov et Shoigu. Et là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. On pointe du doigt tout un tas de boucs émissaires. Alors, pour les uns, c'est Prigojine. Pour les autres, ça va être les généraux qui sont trop bavards. Mais jamais on ne pose la question du vrai problème qui est quand même le vrai responsable,
au sommet de l'État. Sauf que, à force d'attaquer Shoigu et Gerasimov et de voir que c'est Poutine les défend mordicus, Voilà. il y a un moment où ça va lui retomber sur le nez quand même. Hein. Oui. Et puis il y a le cas Sourovikine aussi. Ouais. On n'en parle plus. Parce que ça a été le premier. Ça a été le premier. Enfin, il avait quand même une place très particulière, Sourovikine. Il a dirigé cette opération militaire spéciale et il a, lui, littéralement disparu depuis le 24 juin. Oui, alors effectivement, il n'y a pas de rébellion ouverte. En même temps, on peut difficilement imaginer que si ce rythme de limogeage des généraux se poursuit, que la rébellion ne se déclenche pas vraiment. Enfin, ces gens vont sans doute se retrouver en prison. Donc, je suis un peu dubitatif. Je pense aussi que ça risque un jour de mal se terminer pour Vladimir Poutine lui-même, quoi, avec ou sans rébellion aujourd'hui. Ouais. Il faut aussi il faut se mettre quand même à la place des soldats ou de petits officiers. Eux aussi, quand même, ils doivent comprendre ce qui se passe autour d'eux, même s'il y a tout simplement une guerre intestine entre les clans. Et par ailleurs, cette guerre, elle peut aussi être pour l'argent, parce que vous savez très bien que l'armée russe est extrêmement corrompue. Donc, il se peut même qu'au début de tout ça, ce n'était pas le mauvais commandement. Peut-être que depuis le début, c'était pour l'argent. Mais vous voyez, il faut quand même que les soldats sachent à quoi se tenir. Et quand ils voient tout le monde partir dans tous les sens et ne pas savoir pourquoi on limoge un tel, ou quelles est, en gros, les intrigues politiques au sein de l'institution, à la fin, ça peut donner tout n'importe quoi.